Après toutes ces communications très très enrichissantes, je trouve très bien et très beau d'interroger ceux et celles qui exercent leur activité sur le terrain au quotidien et qui sont confrontés dans des aspects plus pratiques que théoriques à toute une série d'éléments parfois complexes et dans lesquels il faut trouver son chemin, qui sont en Belgique la complexité des différents régimes et modes de travail, et surtout la part, je crois, qui est toujours évoquée, que j'entends depuis une vingtaine d'années, qui est celle de l'économie dans laquelle on peut inscrire et s'épanouir en exerçant son activité professionnelle, et la manière dont on la valorise. Alors la première question que je voudrais vous poser, elle concerne la nécessité de diversifier ses compétences. Ça vient d'être évoqué dans les points de la communication précédente. Est-ce qu'il y a une nécessité pour un travailleur de la culture, quelqu'un qui a acquis et développe des compétences artistiques, de diversifier son champ, son cadre de travail pour pouvoir s'épanouir dans la vie et assurer une sécurité existentielle de son quotidien et de ses horizons? Peut-être vous pouvez répondre le premier. Moi, je trouve ça relativement important. Après, c'est propre peut-être à mon parcours. J'ai fait mes études à la Cambre. J'ai vite compris que la typographie m'intéressait, mais qu'il y avait vraiment énormément de domaines qui m'intéressaient, que ce soit le design, la scénographie, la céramique, enfin, et j'en passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai un vrai besoin de découvrir d'autres domaines, et c'est surtout par la nécessité de rencontrer des gens et d'autres façons de penser, d'autres façons de gagner sa vie, parce qu'on parle bien de ça. C'est avant tout, s'il faut rester un peu utopique, une question d'expression, une façon d'exister, mais c'est aussi une façon de gagner sa vie. Et je me suis vite rendu compte aussi que ça permettait de rencontrer d'autres gens et de rajouter des cordes à son arc de manière très pratique, mais aussi de manière très artistique, en termes de réflexion, de rencontre, de découverte. Donc pour moi c'est primordial, mais je me rends compte que des gens ont une formation de peintre et resteront peintres toute leur vie, et c'est très bien aussi pour eux. D'accord. Je veux bien continuer. Donc, effectivement, moi, je suis auteur, et plutôt exclusivement auteur, même si il y a différentes formes d'écriture et aussi de raconter des histoires, et on en parlait tout à l'heure. Il y a eu aussi des moments, où il y a des écritures qui peuvent être collectives, dans la mesure où, par exemple, là, j'ai écrit longtemps des fictions pour la radio, et donc il y avait une part, moi j'assumais la part écriture, et il y avait un relais donc réalisation, et aussi travailler avec les comédiens. Et donc maintenant, on tend de plus en plus à réduire justement tout ça, et on demande à l'auteur, c'est la même chose en réalisation parfois, le réalisateur doit être aussi scénariste, et là, l'inverse, on demanderait à l'auteur d'être aussi technicien radio pour faire par exemple des fictions radio, tout ça dans l'idée de minimiser les coûts et rationaliser, entre guillemets. Et je trouve pas ça une démarche intéressante. Il y a eu un temps où, à la télévision, radio belge ou dans les théâtres, il y avait un certain nombre de travaux qui étaient effectués justement par des spécificités des décorateurs, des auteurs, des coachs acteurs, et tout ça tend à disparaître, et on en arrive à ce qu'on disait, à l'individualisation extrême, donc, et dans la part de création, mais aussi dans la part de diffusion, puisqu'on demande aussi maintenant aujourd'hui aux artistes de se former à faire le buzz ou à vendre son travail. Donc ça veut dire qu'il y a des intermédiaires qui sont déficients. Il y a une défaillance à ce niveau-là, au niveau des intermédiaires. Le travail d'un auteur, normalement, est valorisé et par un éditeur et par des journalistes qui s'intéressent à un secteur particulier qui est celui de l'écriture, la littérature. Aujourd'hui, on voit que le secteur diffusion, presse et critique est
pas tellement vaillant, donc il reste des niches sur Internet, mais enfin, sinon c'est assez lisse. Et donc, et les éditeurs, effectivement, compte tenu du nombre d'auteurs qu'ils ont dans leur wagon, vont souvent au plus facile et donc à suivre les auteurs qui fonctionnent tout seuls. Donc voilà, c'est donc diversité, oui. Donc on va effectivement dans le travail qu'on a présenté tout à l'heure pour dire que les formes et les supports de création sont différentes. Alors évidemment, on peut changer sa forme, ses formes de travail, mais bon, moi a priori, je reste un auteur. Donc je peux faire des lectures, je peux imaginer des choses, mais je vais pas me mettre à voler le boulot des techniciens. C'est leur boulot, quoi. Donc voilà. Oui, oui, je suis directeur d'un centre d'expression et de créativité. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dirige le théâtre de la vie, qui avait expliqué que des nécessités l'avaient conduite à effectivement chercher ce poste, peut-être pour échapper à une certaine forme de précarité. Moi, je voudrais juste témoigner d'une chose. Sociologiquement, je ne suis pas du tout quelqu'un qui était destiné au métier de la culture et de l'art, de manière générale. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je suis tombé dedans un peu par hasard. Simplement, ça a commencé par le fait de faire partie d'une bande de jeunes qui partageaient les mêmes valeurs ou qui partageaient les mêmes comportements. Donc, tout ça était très confus. Il n'y avait pas de base idéologique, il n'y a pas eu de formation. Voilà, on était juste une bande d'amis et l'un d'entre eux faisait partie d'une troupe de théâtre qui à l'époque s'appelait le Plan K. Et quand ils ont investi un lieu qui s'appelle la Raffinerie, rue de Manchester, à Molenbeek, ils avaient besoin de copains pour retaper le lieu parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et donc, bah oui, je l'ai fait ça. Moi, j'étais dans la survie, hein, donc j'avais quitté très vite les études. Je ne savais pas trop quoi faire. Et on les a aidés à retaper le lieu. Et en échange, on a suivi une formation avec des acteurs qui venaient de Pologne. Des gens qui avaient travaillé avec Jerzy Grotowski. Et j'ai toujours été quelqu'un de très physique. J'ai fait de la boxe, pas l'air, hein, comme ça. Mais, ouais. J'ai toujours été quelqu'un de très investi physiquement. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés, notamment à suivre les études. Et là, tout à coup, je me suis reconnu dans une pratique qui était à la fois une pratique de l'esprit, c'est-à-dire qui exprimait des choses, des sentiments, des formes, de manière très directe devant un public, et en investissant le corps. Donc, je me suis retrouvé, à mon corps défendant, j'allais dire, comédien de ce qu'on appelait à l'époque le théâtre de mouvement. Donc, je n'étais pas danseur à proprement parler, mais voilà, on déplaçait des sculptures métalliques, on poussait des cris dans les micros, enfin, des tas de choses comme ça. Tout ça a bien évolué, et quand je dis bien évolué, c'est bien ouvert. On connaît maintenant la danse-théâtre. Évidemment, il y a eu des gens comme Pina Bausch, il y a eu des gens comme Wilson, et puis maintenant, il y a des gens, mais ici en Belgique, comme Thérèse de Kersmacher, Nicole Mossou, etc. Et puis de fil en aiguille, et toujours motivé par la survie. Donc ça, je tiens très très fort à le souligner, parce que il fallait bouffer, il fallait trouver quelque chose à faire. Je me sentais pas trop à l'aise dans ce métier de comédien, je comprenais pas très bien les enjeux, j'aimais pas trop la concurrence, la compétitivité, et j'ai rencontré un chorégraphe. Donc rencontre, vitalité, besoin de survie, besoin de tracer son chemin dans l'existence de manière un peu confuse. Rencontre, effectivement, une bande d'amis, un ami qui fait du théâtre, et puis on se retrouve à en faire soi-même. Et puis j'ai rencontré un chorégraphe qui cherchait un éclairagiste. Son éclairagiste l'avait lâché, et bing, je suis tombé dans un autre univers, mais bon, qui procède toujours de la création. J'étais interprète quand j'étais dans le théâtre de mouvement, mais enfin bon, il y a une qualité créative là-dedans. Et donc je me suis mis à créer des éclairages pour ce chorégraphe, parce que j'aimais bien son travail. Il travaillait avec un musicien qui s'appelait Steve Lacy. Et puis on est parti en tournée, alors il y a l'aventure aussi là-dedans, etc. Bref, to make a long story short, comme disent les Esquimaux, j'ai aussi fait de la production, donc j'ai dirigé des groupes, des équipes techniques en tournée, puis j'ai commencé à faire la comptabilité de la compagnie, et puis j'ai découvert la direction d'acteurs aussi, je trouvais ça passionnant, et donc j'ai refait des études à l'âge de 40 ans à peu près dans une école internationale de théâtre qui s'appelle la SAD, pour reprendre contact avec la matière du théâtre, un théâtre qui est plus médiatisé par le corps que par la parole, bien que je sois très bavard. Et
Et je me suis mis à diriger des acteurs. Spécifiquement, je faisais l'intermédiaire entre le metteur en scène ou la metteuse en scène et les comédiens, quand il fallait essayer de trouver les moyens techniques de traduire un propos ou un discours. Et puis, à l'âge de 50 ans, donc la demoiselle de tout à l'heure parlait de l'âge de 30 ans, l'âge où on veut fonder une famille, acheter une maison dans le Brabant wallon, avoir 2 labradors, 4x4, enfin tout ça, quoi, les choses normales. Et moi, ça m'est arrivé plus tard. Je m'excuse, je caricature un peu. J'ai besoin de me détendre. C'était une journée quand même assez très intéressante, très riche. Merci aux autres intervenants. Mais puis moi, c'est à l'âge de 50 ans que j'ai viré ma cutie. J'ai commencé à réaliser que est-ce que j'allais avoir une retraite? Il y a eu des luttes aussi. Tout à coup, j'ai réalisé que le monde dans lequel on était en tant qu'artiste était un monde particulièrement précarisé, pas seulement précaire, mais précarisé, et je pense avec des volontés politiques très claires de nous précariser et de nous maintenir dans cet état de la même manière que bien d'autres. Et là, je vous rejoins tout à fait. Je pense que s'il y a un autre régime de travail à trouver, c'est pour tous, pas uniquement pour les artistes. Et donc c'est là que j'ai rencontré Pascal Fontenot dans des actions destinées à s'interroger très sérieusement et à interpeller le pouvoir politique sur l'absence de réel statut social, légal et fiscal pour l'artiste, parce que quand on parle du statut d'artiste, je suis désolé, il n'y a pas de statut d'artiste. Il y a un article de règlement, un arrêté royal, je crois, qui date de 69 et qui régule, enfin qui intègre les artistes du spectacle, enfin qui les identifie à des travailleurs saisonniers comme les marins, pêcheurs ou les bûcherons. Hein, c'est tout, il n'y a pas de statut d'artiste. Et donc à ce moment-là, quand même, bing, je suis revenu sur ma petite personne et je me suis dit, il serait peut-être temps que je trouve un emploi ou quelque chose qui est toujours dans ce domaine-là, qui est le domaine de la culture, de la création, de la représentation, du questionnement sur les formes, et dans lequel dans une structure coopérative avec laquelle je puisse partager des valeurs. Et c'est là que j'ai, par chance, touche du bois, trouvé ce poste de directeur, de coordinateur aux ateliers de la rue Vaught. Et donc voilà. À travers tout ça, moi, ce que j'ai toujours voulu valoriser et ce que je veux continuer à valoriser, c'est la richesse et la valeur des rencontres, la vitalité de l'individu, sa capacité à s'adapter, à se retourner, et surtout un regard critique sur les institutions, sur les systèmes, sur les discours qui tournent autour de la culture et de l'art. Amen. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose par rapport à effectivement à la multiplication des activités qu'on doit faire pour vivre. Moi, je voudrais dire clairement, c'est l'écriture qui me fait vivre. Mais j'ai un boulot à mi-temps salarié pour remplir mon frigo. Et donc pour moi, c'est 2 choses différentes. Donc effectivement, le travail salarié m'aide à remplir mon frigo, ce qui me permet d'être aussi libre dans mon travail d'écriture, parce que je ne suis pas une mercenaire de l'écriture, je ne dois pas écrire des trucs qui ne m'intéressent pas forcément parce que je sais qu'ils seront bien payés. Et c'est vraiment une différence que je tiens à faire, parce que j'ai aussi fondé une famille à l'âge de 30 ans. C'est ça. Un propos de nécessité, je crois que c'est vraiment une nécessité quand on ne peut pas vivre. Il y a très peu d'artistes qui peuvent vivre de leur métier d'artiste, de leur production d'artiste. Donc, il faut qu'on trouve d'autres choses. Par contre, c'est vraiment une nécessité de faire son travail d'artiste et de faire ce qui est en soi et ce qu'on a envie de faire. Donc, comme photographe, j'ai travaillé comme artiste photographe. J'ai aussi travaillé un moment comme photographe indépendante pour des tas de petits boulots. Je travaille aux ateliers de la rue Vaught comme animatrice et j'y prends grand plaisir parce que c'est vraiment intéressant de travailler avec d'autres personnes qui sont intéressées par la même chose que vous, qui ont envie de s'exprimer par la photographie et qui débutent, et de voir les choses qui petit à petit apparaissent et les choses qui nous montrent. Donc ça me procure beaucoup de plaisir aussi. Mais ce sont tous des petits boulots qui sont quand même des petits boulots annexes, qui sont importants, mais qui sont quand même pas ma première nécessité. C'est peut-être aussi un peu pour remplir mon frigo, quoique je trouve intéressant de la rencontre avec les gens dans ce genre
boulot d'animateur. Voilà. Et je voulais aussi rebondir sur quelque chose que tu disais, quand tu disais que les gens qui font les médiateurs du travail, les intermédiaires, ne sont pas là, ne sont plus là. Il n'y a pas d'intermédiaire pour un artiste qui travaille ou un photographe qui travaille dans son coin, qui produit. Mais on ne peut pas. Il y en a de moins en moins. Non, mais il y en a. Oui, il y a bien sûr les galeries, mais les galeries, c'est pas tout à fait un intermédiaire, c'est aussi quelqu'un qui gagne sa vie sur son travail, puisque une galerie gagne un pourcentage sur les ventes, etc. Pardon ? Si on vend. Si on vend, bien sûr. Voilà. D'accord. Je vais essayer de rebondir sur vos propos, et ça m'évoque une chose, c'est que de plus en plus, depuis quelques années, je dirais depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on évoque et on oppose un modèle économique et un modèle, je dirais, d'utilité publique de la culture. Est-ce que vous pensez que cette opposition est dépassable ? Est-ce qu'elle est, parce qu'elle est réelle, j'entends des discours dans différents cénacles qui visent à orienter, et on le voit maintenant lorsqu'on écoute ou lorsqu'on consulte un certain nombre de documents, où par exemple on propose de plus en plus souvent le crowdfunding, qui reste quand même un modèle relativement marginal, qui existe depuis des années, mais qui ne permet pas, à mon sens, là je vais prendre une petite position, de répondre en tout cas à une nécessité, je dirais, de financement de projets dans le secteur créatif et culturel. Ça fonctionne dans d'autres secteurs d'activité de plus en plus et sous d'autres formes. Et donc, on essaye, on sent petit à petit qu'il y a une réduction de l'investissement de la puissance publique face, dans sa capacité en tout cas à répondre globalement à l'offre et aux demandes qui émanent des différents secteurs de la création. Et il y a cette velléité de plus en plus marquée de trouver une solution, en tout cas des issues, de favoriser une forme de marchandisation et d'aller dans cette direction. Est-ce qu'il y a une opposition ? Est-ce qu'elle est dépassable ? Parce que cette opposition, on la sent dans le chef d'artiste, et on peut comprendre, pas tous, mais certains, beaucoup. Et donc il y a un endroit, je dirais, où... Est-ce que pour vous, c'est une opposition, ou est-ce qu'il y a un champ de complémentarité, de la même manière qu'on diversifie ses compétences pour socialement trouver son chemin avec, je dirais, plus ou moins d'enthousiasme, ou pour certains c'est une contrainte, pour d'autres une stimulation. Est-ce qu'il y a une opposition réelle entre cette économie ? Je dis ça parce que la part qui est difficile à financer dans la création, c'est beaucoup la production. Et dans beaucoup de secteurs d'activité créative, la production, comme la part de recherche et développement qui est investie par des entreprises, elle se retrouve dans des marges bénéficiaires intégrées dans un circuit, un modèle économique. Or, dans l'économie créative et culturelle, et la manière dont on peut la valoriser aujourd'hui, c'est difficile. Je pense que ce dont souffre le secteur culturel en premier lieu, c'est un sous-financement terrible, public, quoi. Donc effectivement, et ça c'est des décisions politiques à un moment, de savoir si on veut investir publiquement dans la culture ou pas. Alors après, les dérives, c'est effectivement ce côté un peu... alors c'est le capitalisme au sommet de son art, qui est le crowdfunding. Ça veut dire qu'on devient tous des entrepreneurs et on devient tous des... ce qu'on disait, oui, enfin, on essaie tous de se vendre. Et c'est quoi alors se vendre? C'est plaire au plus grand nombre. C'est pas la fonction d'un artiste de plaire au plus grand nombre par définition. Donc, et c'est là aussi où on voit que les intermédiaires sont défaillants. Donc on va pas, moi en tant qu'auteur, je vais pas tout d'un coup travail d'auteur, de création qui est jamais rémunéré, mais ça c'est historiquement, rarement, sauf dans les commandes, mais sinon tout le travail d'écriture n'est pas rémunéré. Donc c'est au moment où le travail est terminé
qu'un éditeur prend ce travail et part dans la diffusion et rapporte des droits à l'auteur. Mais donc je ne vais pas moi m'instituer tout d'un coup chef d'entreprise, j'écris ma petite base, mon petit truc, et puis je vais vanter sous forme de flyers ou sur internet que j'écris une histoire qui va plaire à tout le monde, et donc merci de me donner du pognon, et après je vais aller chez un photocopieur ou un éditeur pour mettre ça en page et le distribuer. C'est pas la fonction, en tout cas pour moi c'est pas la fonction d'un artiste, c'est déconstruire le système. Effectivement, alors je suis d'accord qu'on peut toujours imaginer et créer autre chose et pas rester enfermé dans un système, mais c'est déconstruire un système justement où les liens de solidarité, les liens où on n'était pas tout seul, étaient quand même importants, et donc on se retrouve alors là tout seul à devoir produire et diffuser son boulot. Donc je suis assez dubitative par rapport à ça. Moi, si je puis me permettre, dans le crowdfunding, malgré que je ne l'ai jamais utilisé, je trouve qu'il y a une forme de retour à ce que le mécénat apportait il y a plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, beaucoup, à l'époque beaucoup. Maintenant, on s'adresse plus à des inconnus, à des gens qui apprécient votre boulot ou votre démarche. Et je pense que d'une certaine manière, ça peut être une nouvelle vision de, pas comment gagner sa vie, mais de comment est-ce qu'on peut aboutir à un projet. Moi, je me rends compte au jour le jour que j'ai strictement aucune aide, donc c'est quand je bosse pas, je gagne strictement rien. J'ai 2 enfants, donc j'ai des réalités qui sont... je suis pas le seul, hein, je suis loin d'être une exception, mais je me dis que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Enfin, c'est pas que j'en ai pas besoin, mais j'ai pas de projet qui pourrait s'y prêter. Mais je pense que le crowdfunding pourrait être quelque chose d'intéressant, au même titre que le fait de travailler dans différents domaines m'a permis de rencontrer des gens, dont une ASBL qui est vraiment très intéressante, dont le but est d'aider des artistes qui ont des projets bien spécifiques à trouver des subventions. Et donc, eux, leur métier, c'est de feuilleter toutes les revues, tous les sites, tout ce qui peut permettre de récolter de l'argent pour pouvoir produire. C'est un véritable intermédiaire. Oui, c'est moi je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire effectivement crowdfunding ou système de financement particulier en fait pour des structures accueillantes, pour des galeries, pour des initiatives qui rassemblent. Ce que je n'aime pas, c'est le crowdfunding individuel. Enfin, pour dire sur vous particulièrement, sur une association qui rassemble une philosophie particulière ou un projet, de dire on a envie par exemple d'exposer des artistes, je sais pas moi, de moins de 32 ans ou je sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Alors là, oui, parce qu'on va sur une philosophie, sur un projet, mais pas sur un individu. Moi, c'est ça qui me gêne le plus, en fait. C'est à partir du moment où le crowdfunding s'adresse à un projet qui se tient que sur un seul individu. Mais par contre, quand c'est collectif, oui, bah, pourquoi pas, même si... Oui, en tout cas, moi, je voudrais revenir sur... donc pas particulièrement sur le crowdfunding, sur des propos qui ont été tenus ce matin et qui ont à voir avec certaines notions qui disparaissent. Donc il ne s'agit pas ici d'un dispositif comme le crowdfunding ou tout autre système. Je veux dire, bon, ben, effectivement, l'esprit d'inventivité et de créativité des individus et des groupes dans le cadre de ce qui les anime et de ce qui les passionne, c'est une force, et le désir, c'est une chose qui est heureusement toujours présente, moi je l'espère, mais il y a quand même une notion très importante de lien social, de fonctionnement collectif, de partage de valeurs et de soutien psychologique mutuel, que ça soit via cette ASBL dont vous parlez, ou que je le vois bien dans le centre d'expression et de créativité où nous travaillons. Nous travaillons en principe exclusivement avec des artistes professionnels, c'est-à-dire qui ont une démarche personnelle, ce ne sont pas des pédagogues professionnels et donc c'est important de reconnaître cette dimension double, en fait, cette espèce d'ambivalence qui est difficile à gérer parfois, mais qui, pour moi, est essentielle. Ne perdez jamais de vue que vous n'êtes pas seul. C'est une illusion de se dire « je vais développer mon projet selon
mon projet artistique personnel selon ma démarche, selon des valeurs qui me sont proposées. Bien sûr que oui, c'est une réalité, mais l'autre réalité, c'est la collectivité, c'est la société dans laquelle on vit, c'est les regroupements qu'on peut opérer, c'est les soutiens qu'on peut s'apporter mutuellement, et je pense que les deux doivent fonctionner ensemble. À partir du moment où on est mis en concurrence, soit par les pouvoirs publics, soit par les entreprises privées, soit par n'importe quelle force que nous portons nous-mêmes parfois, ou qui est à l'extérieur de nous, je pense qu'il y a à s'interroger, à se demander où on est et ce qu'on fait, franchement. Donc, c'est là que je rejoins tout à fait Pascal. C'est que le crowdfunding, pourquoi pas, c'est un bricolage comme un autre, mais n'acceptons dans un premier temps, hein, même si ces outils-là se développent, et tant mieux, ça pose plein de questions. Moi, je ne suis pas de cette génération-là, donc il y a peut-être des enjeux que je ne comprends pas bien. Mais d'autre part, je refuse que les pouvoirs publics se désengagent des enjeux culturels et des enjeux artistiques. Parce qu'ils sont à la base de notre société et de la manière dont elle fonctionne. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La pub ne remplacera pas le travail des artistes. Et les fonctionnaires ne remplaceront pas des petites structures privées qui se mettent en place, des ASBL, enfin, un peu à l'image des centres d'expression et de créativité. Mais pour ça, il faut une volonté, ça ne va pas se faire tout seul. Mais ça me donne envie de réagir et ça me permet de poser la question suivante que je souhaitais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, et vous pourrez certainement témoigner dans vos longues expériences de terrain, pour les artistes, pour les travailleurs du secteur culturel, de se représenter collectivement? Je dis ça pourquoi? Parce que nous travaillons beaucoup avec des structures syndicales qui sont d'extraordinaires outils mutualistes de solidarité interprofessionnelle qui exercent une action, mais on constate régulièrement un déficit de représentativité au sein de secteurs selon des modalités peut-être plus corporatistes, c'est-à-dire traduisant des réalités de secteur. Ça fait plusieurs années que j'essaye de stimuler auprès des artistes visuels qu'ils se regroupent pour faire valoir et défendre collectivement leurs droits. Ça ne fonctionne pas. J'essaye au sein de différents groupes. Ce sont des gens qui, en Belgique, sont relativement précarisés, sont très précarisés, les artistes visuels, en matière de régime social et de régime de travail, mais il y a une réelle difficulté à se regrouper. Il y a une expérience qui a été menée il y a quelques années, c'était le NICC, qui existe toujours, qui a fait un travail remarquable, mais il y a encore énormément à dire, à faire, et je prends conscience de cette réalité. Alors peut-être l'absence de volonté politique, oui, mais il y a quelques jours, je rencontrais des gens qui s'occupent de projets de réforme de la fiscalité du mécénat, et qui ont fini par me dire, après 30 minutes de conversation, qu'en fait, le mécénat au niveau du secteur sportif serait toujours, je dirais, d'impact nettement supérieur à celui qu'il était possible de mettre en place dans le secteur créatif et culturel. Et je n'y crois pas. Je pense que si on valorisait mieux, je dirais, le travail qui est fait, la richesse, etc., on manque, je dirais, d'outils d'impact. Enfin, je voudrais savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, je ne vais pas vous donner mon opinion, mais est-ce que vous ne pensez pas que il y a, en matière de représentation et de défense des droits, des intérêts, de valorisation du travail qui est formulé, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose par rapport au monde politique notamment? Mais je dirais, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part la défense des droits, et d'autre part il y a des revendications ou des expositions ou diffusions, et ça c'est autre chose. Au niveau de la revendication des droits, je pense qu'historiquement les professions artistiques étaient le plus qui faisaient le plus appel à la collectivité, sont celles par exemple du cinéma, du théâtre, etc. et sont bien représentées, ou historiquement bien représentées dans les syndicats. Il y a eu effectivement cette initiative NIC, c'est ça qui vient de Flandre, et qui est née au moment, il y a donc une quinzaine d'années, où cette question du statut social était mise sur la table. On a eu beaucoup de mal à fédérer les artistes écrivains, et donc finalement ce sont les sociétés d'auteurs, diffusion de droits, qui les ont représentés et qui continuent à les représenter et qui sont très présentes notamment dans les négociations TAFTA et compagnie, les sociétés, parce qu'elles sont aussi bien, d'une part elles ont une mutualisation européenne voire internationale, et elles peuvent, du coup elles ont un poids de lobbying qui est certain dans ce genre de négociations, plus que nous individuellement en
Belgique où les négociations ou les enjeux ou les discussions sont quand même très belgo-belges, voire franco-belgo, puisque les enjeux du côté flamand ne sont pas forcément les mêmes que du côté francophone. Donc effectivement, on est représenté d'une certaine façon dans les structures traditionnelles, donc les syndicats, les structures professionnelles comme la SCAM, SACD, SABAM, etc. Et autrement, effectivement, l'artiste passe déjà tellement de temps à essayer de remplir son frigo, de remplir son esprit, de créer lui-même. Et parfois, il n'a pas cette démarche de collectivité. Et on a du mal à le rassembler. On a fait effectivement beaucoup d'actions collectives il y a 15 ans, presque 20 ans. Effectivement, et les secteurs qui étaient les moins représentés étaient ceux des auteurs. Ce qui était les plus représentés, c'était comédiens, théâtre, spectacle et musiciens. En fait, tout ce qui a l'habitude de se rencontrer, en fait, tout bêtement. Oui, et je crois que l'artiste plasticien travaille seul et a besoin quelque part de cette solitude. C'est peut-être... moi j'ai travaillé longtemps avec quelqu'un d'autre, donc c'était pas tout à fait... Mais il y a quand même... on n'a pas le même rapport que les musiciens, par exemple, avec un public ou... en tout cas, moi, je ne vois pas dans mon entourage Alors, je vais rebondir. L'électricien, travailleur indépendant, travaille seul aussi. Le batelier du Rhin, qui a sa petite fédération, qui est parvenu à faire modifier des réglementations européennes, ils travaillent seuls, chacun sur leur péniche. Parce que c'est un argument qu'on me donne tout le temps, mais je le trouve un peu... Il y a aussi des enjeux économiques, effectivement. Donc, si on parle des bateliers, effectivement, il y a des enjeux économiques qui font qu'ils se regroupent. Et je pense aussi, ce que je voulais juste ajouter, que ça dépend aussi des individus, dont l'intérêt pour la chose publique, l'engagement politique qu'on peut avoir, les réflexions qu'il faut avoir. C'est des domaines complexes. On a des interlocuteurs aussi, face auxquels il faut être quand même... il faut se renseigner, il faut se nourrir, et il faut avoir cette capacité ou cette envie à un moment donné de mettre un temps entre parenthèses pour s'engager pour pour la chose publique. Et j'ajouterais juste, parce qu'on parlait aussi je crois que c'était dans la présentation tout à l'heure de Smart, il y a peu d'informations au sein des écoles, je trouve, sur cette réalité du monde réel. Donc effectivement, on vit pendant, on a dit 3 ou 5 ans, ou parfois plus, dans une espèce de bulle où l'individu est encouragé à réfléchir sur soi-même et à réfléchir sur son art, etc. Et il y a très peu d'informations sur c'est quoi la réalité quand tu sortiras de l'école. Donc c'est quoi l'engagement dans une société, où est-ce que tu te places dans le système général de sécurité et de travail. Et je trouve que ça, c'est dommage, entre guillemets, parce qu'alors du coup, on retrouve après des artistes qui mélangent tout entre RPI, machin truc, et comment je vais me faire payer, et qui comprennent rien à la législation du travail pour tout le monde, hein, pas seulement pour celle des artistes. Et je trouve effectivement très dommage qu'il n'y a pas un moment dans tout ce cursus, même 15 heures, en dernière année ou en avant-dernière année, pour qu'on réalise c'est quoi après la réalité quand tu sors et que tu voudras être Spielberg ou autre chose. Des efforts, hein. Il y a des programmes qui je ne doute pas, c'est ça. Ce que je voulais ajouter quelque chose au niveau du... Tout à l'heure, j'ai parlé de collectif. Alors, pour moi, il s'agit bien sûr de la défense des droits, mais aussi de la prise de conscience du fait qu'on fait d'office partie d'une collectivité et que toutes les institutions qui existent... par exemple, je trouve, en tant que directeur d'un centre d'expression et de créativité, je trouve passionnant, évident, même si c'est parfois très difficile, d'être au service, si vous voulez, de cette petite institution, et au-delà de cette petite institution, de la culture et de la pratique artistique. Parce que je sais que par mon travail de cadre, donc j'encadre ce travail, je donne aussi la possibilité aux artistes de remplir leur frigo d'une certaine manière, mais aussi j'ai un échange permanent avec eux. Donc quand je parle de collectif, il faut bien se comprendre, c'est pas un collectif dans un sens peut-être un peu poussiéreux parfois, de camarades recoupons-nous, bien sûr il y a ça derrière quand même, hein.
la solidarité, mais à travers l'école, comme vient de le souligner Pascal, à travers les CEC, à travers, je sais pas moi, le guichet des arts, ici par exemple, le point culture où on se trouve, je pense que c'est important, ce serait important d'informer les jeunes qui sont dans les écoles de l'existence de tous ces réseaux préexistants, je dirais, et qui constituent déjà un collectif en soi, quoi. Mais de faire prendre conscience que cette espèce d'individualité solipsiste, elle a son importance au niveau de l'usage du temps. Ça, on en a parlé tout à l'heure, ça je trouve vraiment très important. Mais justement, de leur donner un horizon qui ne soit pas uniquement un horizon au niveau du revenu, quoique je trouve ça très très important, mais de leur donner un horizon au niveau social. Leur dire non, vous n'êtes pas seul, et même si vous avez une démarche individuelle à développer et qu'il vous faut du temps pour ce faire, il y a des gens qui le savent, qui l'ont compris et qui le défendront pour vous et avec vous. C'est ça que je voulais dire. Oui, voilà, donc c'est ça, dans la perspective de la défense, je pensais par exemple à, je ne sais pas, une société purement privée comme Ryanair, quand elle décide d'ouvrir, ou elle a la velléité d'ouvrir, je ne sais pas, un nouveau hub à Pau par exemple, ils vont voir les autorités locales, régionales, etc. Ils négocient des subsides, donc ces structures sont absolument subventionnées, et ils arrivent avec des plans de développement en disant, voilà, on va sortir 10 000 personnes par semaine, ou 5 000, peu importe, qui seront en touristes, qui vont consommer, etc. Il y aura un return, et ils valorisent, je dirais... Et cet élément-là, la valorisation dans le secteur créatif et culturel de l'impact social, en termes de bien-être, en termes économiques aussi certainement, direct ou indirect, est-ce que c'est suffisamment, je dirais, porté aujourd'hui? Je le dis parce que nous sommes confrontés quotidiennement à des travailleurs du secteur créatif et culturel, et quand parfois je vois que des structures publiques, des villes, parfois des communes, engagent des groupes de musiciens et on donne... un élu va donner 100 €, glisser 100 € dans la poche du musicien en guise de salaire, ou de 100 € ou de bac de bière, j'en sais rien, mais ça arrive encore aujourd'hui. Je me dis qu'il y a un problème, il y a un problème de communication. Alors je me dis peut-être qu'il n'est pas sain en tant que professionnel de travailler dans ces conditions, et donc il faudrait réfléchir peut-être à une valorisation globale, comme ça s'est fait dans certains secteurs. Et puis je me dis qu'il y a encore tout un travail de prosélytisme à réaliser pour qu'on prenne en considération le fait que le travail artistique et de création est un vrai travail qui mérite, qui a une valeur tout à fait tangible. Ah oui. Mais j'ai l'impression que c'est un espèce de... Enfin, moi, je suis clairement confronté à ce genre de réflexion depuis que je suis sorti de la Cambre. D'ailleurs, même quand j'y étais, parce que je payais mes études, mon cote et tout ça. Non seulement à l'école, on ne nous en parle pas, mais c'est un vrai sujet tabou. Parce que moi, j'ai été étudiant pendant 6 années, et puis j'ai été prof pendant 5 années directement après à la Cambre, dans le même atelier, en typographie. Et moi qui avais déjà, entre guillemets, un pied dans une réalité un peu plus professionnelle, j'avais pas encore de famille, mais je devais vraiment passer mon temps à travailler pour gagner ma vie, et que j'essayais d'aborder le problème de la communication, du marketing, de la comptabilité, enfin, tout ce qui concerne une réalité professionnelle et financière. Les autres profs me regardaient un petit peu, genre un peu choqués, peut-être parce que eux avaient été précédemment non formés à ce genre de réflexion, peut-être que eux avaient la facilité d'être nommés, d'être engagés, d'avoir des temps pleins, mais c'est quelque chose qui est récurrent tout le temps. Et moi, ça m'a comment dire, c'est-à-dire que c'était un vrai problème dans le tout début de ma carrière, et qui porte encore des conséquences aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à me vendre. C'est-à-dire que j'ai un prix en tête, j'arrive chez le client, j'ai une espèce d'automatisme qui fait descendre de 30% parce que l'argent est un problème. Moi, j'ai jamais créé, que ce soit du logo ou pour des expositions, en me disant je vais vendre. Bon, après, il faut gagner sa vie, il faut remplir le frigo, il faut pouvoir faire des projets, partir en vacances, penser un peu à soi. Mais je crois que la création et l'argent, ou l'art de manière vraiment très globale, que ce soit dans la comédie, la musique, les arts appliqués, les arts visuels, il y a une espèce de tabou qui est collé, et même avec les années, j'arrive pas à comprendre d'où il vient. Donc si quelqu'un connaît la réponse...
Et moi, je voulais juste ajouter et faire le récit bref d'une utopie financière et artistique qui a été développée par un professeur, le professeur Neyer, il y a quelques années, quand on réfléchissait à un financement d'une sécurité sociale pour les artistes qui pourrait être un financement parallèle à une sécurité sociale générale. Et il avait imaginé que ce fonds en fait, d'aide de sécurité sociale pour les artistes serait financé par une ponction minimale, mais vraiment minimale, mais suffisante, par toutes les sociétés qui utilisent l'image artistique, que ce soit les cartes de téléphone de l'époque, qui utilisaient des photos de tableaux célèbres, que ce soit des marques de voitures qui utilisent le nom de Picasso, même si c'est avec l'accord des descendants. Toutes les images artistiques qui sont du billet de banque jusqu'au billet d'entrée, les billets d'avion ou même les trains où on met soudain des œuvres dessus, que sur toutes les sociétés qui utiliseraient la culture ou l'image culturelle ou de création, on participerait, mais je crois que c'était à 0,02%, mais ça suffisait à financer la sécurité sociale, contribuer en fait à faire vivre la création d'aujourd'hui. Et donc, et ça a été effectivement, ça tenait la route, enfin ça a été complètement abandonné pour des raisons que, oh là, ça va être compliqué, mais ça donnait au moins la mesure de c'est quoi la culture dans une société et la place que ça occupe dans une société, et à tel point que l'image, enfin l'utilisation des images de la culture suffisait à financer un plan de sécurité sociale pour l'ensemble des artistes d'un pays. On va bientôt inviter André Neyer, justement, parce qu'on pense... Invitez-nous, je veux dire, parce qu'on a déjà beaucoup creusé la question. Mais on va vous inviter aussi, vous allez tous venir. Non, je plaisante, mais je veux dire, c'est juste pour dire, alors c'est curieux qu'à chaque nouveau, alors maintenant ça change moins rapidement, mais chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de la Culture, on reparle du statut d'artiste, on rebidonne à nouveau, donc parce qu'on remet en question à nouveau les maigres acquis des années précédentes, et on reparle du statut social. Alors ça prouve en tout cas que le politique, je dis pas craint, mais être attentif à l'image et à la force que peuvent avoir les artistes, on en a parlé plus tôt cet après-midi, à l'image, parce qu'effectivement, cette part de création qu'ont les artistes les déstabilise, parce que sur ce point-là, on peut être plus fort qu'eux, parce qu'on a une capacité d'imagination pour mettre en scène. Alors, on a vu ça au moment du Festival d'Avignon. Je m'excuse, mais les médias l'attention avait été captée par les revendications à juste titre. Et donc, il y a alors pas une crainte, on dira, mais en tout cas, ils sont à l'heure de l'image, ils sont très attentifs, en fait, au poids et à la force que peuvent avoir les artistes. Ceci dit, ce truc revient comme le Loch Ness. Alors c'est la même chose pour le prix unique du livre, c'est la même chose pour la tabelle, c'est la même chose pour ce qui concerne le livre, c'est la même chose pour effectivement un financement alternatif de la sécurité sociale, c'est la même chose pour les critères d'obtention ou de maintien des droits au chômage. Donc, et donc ça revient comme ça périodiquement. Alors je dis pas que j'y crois pas, mais bon, en tout cas c'est tellement compliqué à faire bouger certaines choses. Bon, il y a des aménagements ponctuels, mais il n'y aura pas de révolution. Et en attendant, effectivement, pendant qu'on parle, on ne fait pas la révolution. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que, aussi pour revenir à une problématique qui a à voir non seulement avec les artistes, mais avec bien d'autres catégories sociales, c'est qu'au moment même où on parle, je veux dire, on a un gouvernement qui vient de prendre 85 mesures qui sont prétendument destinées à lutter contre la fraude sociale, alors que dans ces 85 mesures, on identifie facilement des systèmes que les gens ont mis en place parce qu'ils ont été poussés dans le coin et qu'il a fallu qu'ils se regroupent. Et donc, on va commencer à questionner leur consommation énergétique pour voir s'ils sont cohabitants ou pas. Hein. Donc, les gens qui auront trouvé des systèmes de colocation et qui touchent des allocations sociales seront mis en péril, et parmi eux, certainement, pas mal d'artistes. Je trouve qu'il faut renverser la réflexion. Tantôt, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a éclairé. C'est commençons par nous demander quels sont nos besoins. Les premières luttes, si vous voulez, qui ont été engagées, parce que là, on vit dans un système social
un système de sécurité sociale qui est en train de se déliter, mais il n'est pas venu de nulle part. Hein. Un jour, il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit « on en a marre ». La manière dont on nous fait travailler, la manière dont on nous confronte au problème de l'argent, de la réussite, etc., la manière dont on nous met en concurrence, ça va pas. On descend dans la rue et on dit voilà nos besoins. Et à l'époque, c'était du pain, ou des écoles pour nos enfants, ou une santé publique un peu cohérente. Mais bon, voilà, on n'en est pas là, heureusement. Mais je pense qu'il y a une nécessité de se regrouper, pas en renonçant à son individualité artistique, mais pour faire face à toute cette problématique où vous devez vous battre comme tout le monde. Moi un peu moins parce que je suis salarié et que j'ai une position relativement stable, mais vous devez vous battre pour nourrir vos enfants, pour simplement vivre, exister, quoi. Et je pense que ça ramène quand même à une des valeurs essentielles que défend et la culture et l'art, c'est l'existence de l'être humain en tant que tel, avec sa sensibilité, son imagination, sa capacité de créer des solutions nouvelles. Et je pense qu'une partie de cette créativité doit être engagée dans le secteur économique et social. Et donc, effectivement, pour moi, ce serait une matière qui devrait être enseignée dans les écoles. Mais enfin, voilà, je rappelle quand même que je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Michel Houellebecq qui disait que dans la recherche de l'harmonie, je pense qu'on est quand même tous à la recherche de quelque chose qui nous convienne et avec quoi on puisse raisonner. Dans la recherche de l'harmonie, il ne faut jamais négliger la nécessité de la lutte. On n'y échappera pas. Ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable en se disant bon, je vais essayer de creuser mon petit trou et de me démerder, puis on verra bien. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Les autres seront toujours là. Les autres nous feront obstacle ou pourront collaborer avec nous. Et moi, je valorise très très fort, parce que je le vois dans le lieu où je travaille, qui a été fondé sur cette base-là, et je pense que Christine Felten pourra en témoigner, c'est une base coopérative. Ce sont des artistes individuels avec leur démarche bien personnelle, mais qui se sont regroupés. Et le lieu existe depuis 40 ans. Et il n'est pas du tout empoussiéré, je vous prie de le croire. Donc, voilà. Excusez-moi. Non, merci. Ça me permet d'arriver à justement cette question qui est abordée ou pas, plutôt belgo-belge, c'est-à-dire celle du régime du travail, des statuts sociaux que vous venez d'évoquer, de leur réforme. Et est-ce que j'ai parfois l'impression que nous vivons dans une société qui évolue très très vite et on est en train de connaître depuis une quinzaine d'années un certain nombre de révolutions très très importantes qui sont liées à la dématérialisation, à de nouveaux modes de consommation, d'être, etc. Mais au-delà de tout ça, j'ai l'impression parfois que la puissance publique est dans un état d'être où elle a tendance à parer les coups et n'est plus dans une démarche prospective. Je constate, et ce n'est peut-être pas le cas en France, mais en Belgique, et en Belgique francophone, un déficit de recherche en sciences sociales, par exemple, et de soutien à la recherche en sciences sociales. Or, le problème de l'emploi, du travail, de la répartition du travail, des richesses, etc., de l'organisation de tout ça, me paraît être une priorité absolue, un enjeu, vraiment le premier enjeu sur lequel on devrait travailler. Et effectivement, j'ai parfois le sentiment qu'il y a un déficit de vision prospective, de s'inscrire dans l'avenir. On a essayé un tas de choses, on a essayé l'insertion professionnelle, on a essayé de pousser les gens vers l'entrepreneuriat, on a essayé toute une série de tentatives qui ont été réalisées. Et au niveau du régime de travail des artistes, de ces dispositions qui, et vous le savez mieux que tout le monde, Pascal Fontenot, ont été créés au début des années 2000. On connaît maintenant des adaptations. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il ne serait pas temps, vous évoquiez les travaux d'André Nayer, de retrouver un champ prospectif, peut-être plus dans l'utopie, peut-être plus dans une utopie qui soit réaliste, c'est-à-dire de partir du terrain, de ce qu'on connaît, des conditions de travail, du caractère intermittent du travail, que ne connaissent pas que les artistes, mais des travailleurs d'autres secteurs, et de se dire comment construire quelque chose. Ou est-ce que les modifications qui sont faites et ce régime de sécurité sociale sur lequel on repose
en faire poser, je dirais, une sécurité existentielle pour les artistes, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la bonne voie? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas chercher ailleurs et reprendre un champ de créativité sociale? Personnellement, soyons réalistes, le temps de la politique n'est pas celui de la réflexion. Hein. C'est un temps de réactivité et un temps d'immédiateté. Donc je pense que parallèlement à ça, il y a des travaux à mener, mais qui sont des réflexions philosophiques. Et je pense on a souvent cité Bernard Stiegler, par exemple. Je pense qu'il y a effectivement des foyers de réflexion fondamentales sur des nouvelles modifications, nouvelle organisation du travail. Mais je dirais ici, pour l'instant, et c'est pas, enfin, ici en Belgique, mais c'est partout ailleurs, on en est encore à demander aux gens de chercher du travail alors qu'on sait qu'il n'y en a pas. Bon, alors je veux dire déjà ça, c'est déjà un truc à rendre fou, hein, puisque on vous oblige et on vous contraint et on vous contrôle pour ça, en vous obligeant à chercher un truc qui n'existe pas. Hein. Donc c'est quand même, donc on peut donc voir là qu'on est très loin d'une réflexion globale sur une nouvelle organisation du travail, un nouveau partage du travail et surtout un nouveau partage des richesses suscitées par le travail ou par des modes autres, puisque actuellement la richesse principale ne se produit plus par le travail. Passons. Et donc on a imaginé il y a 15 ans effectivement un nouveau modèle. Donc il voulait dire effectivement imaginons ce qu'on appelait un 4e statut, un nouveau modèle de sécurité sociale qui regrouperait tous les travailleurs de la culture et les travailleurs précaires. Alors bon, déjà commencer la discussion de oui mais bon, si on fait rentrer tout le monde alors qu'on pique le pognon à ceux qui utilisent la culture, bon, que va faire le plombier qui lui aussi a des difficultés à s'intégrer dans une nouvelle et qu'on pousse aussi à l'auto-entrepreneuriat. Bon, alors on a essayé un peu d'écarter cette solution et on nous a répondu clairement, parce que les discussions ont été très loin et donc et très haut, puisqu'on a été invité dans tous les cabinets politiques à cette époque-là, de dire oh là, on va pas toucher à la sécurité sociale parce qu'un jour viendra, un jour mon prince viendra, où il faudra quand même remettre tout ça à plat. Donc alors à ce moment-là, on réfléchira aux nouvelles moyens de financement de la sécurité sociale. Bon, ok, donc on a attendu, donc ce jour n'est jamais venu, et donc on attend toujours. Et maintenant, compte tenu du climat actuel, je pense très dangereux, effectivement, d'imaginer une remise à plat de la sécurité sociale, parce qu'on n'a pas la force et la politique n'est pas derrière nous, et il n'y a pas de lobby suffisamment important pour réfuter et repousser ce qui arriverait dans le vide qu'on aurait à ce moment-là créé, qui serait ce détricotage absolu des services publics, de la sécurité sociale, et donc de mettre tout le monde en étant, bon, toi, machin, tu es né à telle époque, et maintenant tu gères ta vie, tu construis tout seul ta vie, ton travail et ta sécurité sociale. Et donc on demanderait à chacun de devoir créer, en plus de son boulot, de ne pas chercher du boulot parce qu'il n'y en a pas, de créer son propre boulot, de trouver un financement pour son propre boulot et en plus de financer sa propre sécurité sociale. Mais vous ne pensez pas que le détricotage a commencé? Ah ben c'est ce que quand je dis. Au quotidien on est confronté, et Loris qui est là dans ma salle, mon collègue, au quotidien on est confronté à des artistes qui bénéficiaient du régime d'assurance chômage sur base des études, qui ont travaillé parfois pendant 20 ans, et beaucoup de femmes, mères de famille célibataires pendant 20 ans à Bruxelles, en Wallonie, beaucoup, en RPI, qui n'est pas, je dirais, même un cadre qui permet de valoriser, et qui se retrouvent extrêmement précarisés, c'est-à-dire à échoir dans les CPS, dans ces dernières nasses qui récupèrent les gens, je pense qu'on y est déjà d'une certaine façon. Est-ce que vous ne pensez pas que les déséquilibres, puisqu'on vous constate que d'année en année, la part de la fiscalité qui vient suppléer au déficit de cotisation, et pourtant elles sont très élevées en Belgique, de financement de la sécurité sociale, qui est croissante depuis 2008 et quasiment exponentielle, est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment donné à un système qui va collapser? Est-ce qu'il ne serait pas temps de reprendre ce chemin de la réflexion et de ne pas créer un vide, mais de créer un plein, mais un autre plein. C'est exactement ce que je disais. Ce détricotage a commencé, mais je n'entends pas depuis le temps où ça a commencé, parce qu'il y a quand même toutes ces questions du détricotage des services publics, etc. Ça a commencé déjà il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, on est effectivement dans le temps très chaud de
de cette réalité, mais ça a déjà commencé. Et je n'ai pas vu apparaître toutes ces années une force ou une pensée suffisamment forte pour ralentir ce truc inexorable. Et donc maintenant, les instances comme les nôtres ou comme le syndicat ou je ne sais pas quoi, essaient juste de freiner tant qu'il peut en fait ce détricotage, mais parce qu'on ne voit pas apparaître une pensée suffisamment costaud et solide et d'un poids tel au niveau européen ou je ne sais pas quoi, et d'un poids tel où on soupçonne que ça pourrait aboutir, on ne voit pas apparaître une pensée qui remplacerait ou qui pourrait freiner ou stopper net ce détricotage. Alors on se dit peut-être qu'on n'est pas encore au bout, ça. Pardon ? La pensée ne vient pas d'ailleurs, hein. Elle vient d'ici. Ah ben c'est ça, mais je dis, on n'a pas trouvé encore l'endroit, c'est ça, et où la... C'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Je ne sais pas quel intervenant disait ce matin que ça devait venir d'en bas et pas d'en haut. Et voilà. Ah ben non, C'est ici en bas. oui, c'est ça, mais on a commencé Parce que la salle veut un micro. Oui. Eh bien précisément, c'est ce que j'allais dire exactement. C'est que, voilà, bon, la situation n'est pas rose, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a entendu des intervenants ce matin, nous sommes ici, Gaëtan et d'autres, Pierre, travaillent effectivement au développement d'un questionnement, d'un discours. C'est effectivement comment faire, non pas peut-être pour freiner le détricotage d'un système, mais en tout cas pour faire un pas de côté et reprendre nos ressources, c'est-à-dire notre temps, notre énergie, pour réfléchir ensemble et poser des actes très concrets. Parce que je crois que la tendance, effectivement, aussi, d'un pouvoir tel que celui qui s'exerce sur... tel que celui qui, effectivement, effectue ce détricotage, parce qu'il y a des volontés derrière tout ça, c'est de terroriser tout le monde. Donc là, on va sortir d'ici, on va se dire, oh merde, c'est encore pire que ce que je pensais. Donc fuyons, courage, chacun... Alors là, il faut vraiment que je sauve ma peau, cette fois-ci, je suis convaincu. Donc je monte mon petit truc dans mon coin, j'essaie de m'en sortir par tous les moyens, et tout le reste, je m'en tape. Non, désolé, ça ne sera pas la solution, vraiment pas. Vous allez simplement rejoindre les rangs des désespérés qui vont devoir sans arrêt bricoler de gauche et de droite pour essayer de trouver des solutions alternatives qui finalement n'en sont pas. Alors que rejoindre des collectifs locaux... alors je vais complètement décadrer, mais par exemple, on parle de l'agriculture urbaine. Donc il y a des gens qui ont décidé d'établir des circuits courts au niveau de l'alimentation. C'est pas uniquement une démarche écologique parce que le bio est à la mode, c'est une manière de fonctionner autrement et de ne plus aller chercher ses légumes au supermarché, mais de les cultiver en compagnie de ses voisins et de les récolter ensemble. Il y a des centrales d'achat qui se créent. Je veux dire, il y a des tas d'autres modes de fonctionnement que ceux dans lesquels on a été baigné jusqu'à aujourd'hui. Ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour les travailleurs de tous les secteurs, et donc forcément ça vaut pour les artistes. C'est de se regrouper et de prendre un minimum de son temps pour réfléchir, se regrouper et monter des actions. Et effectivement... Non, mais vous êtes là, vous. Hein. Oui, c'est ça. Mais effectivement, j'ai peut-être été un peu... voilà, parce qu'il existe, et donc le mouvement qu'on sent depuis quelques semaines ou mois avec Art Bovenart ou toute autre chose aujourd'hui, sont des espaces effectivement de réflexion et d'échange, et qui sont... Effectivement, je suis la première à dire que l'avenir est dans le collectif et dans la réflexion... qui émanera de ce collectif-là. C'est européen en plus, puisque en Espagne, en Grèce, il y a... Oui, en Espagne, il y a Podemos, je veux dire...